Salut tout le monde! Aujourd'hui, gros sujet parce qu'on veut revenir sur l'année 2024 et savoir si Demidov et Hage, c'était les bons choix. Hey, hey! On va inviter Noah aujourd'hui. Let's go! Comment ça va, Noah? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, hey, pas pire sujet. En fait, c'est tôt, mais l'angle que je voulais aller l'apporter, tu sais, c'est pas comme un redraft, là, on va pas reprendre tous les choix puis les replacer. Moi, ce que je voulais qu'on jase ensemble, c'est de dire, après la première année de repêchage, on le sait que ça devient comme l'année la plus importante pour la plupart des joueurs, pour savoir au niveau du rang de repêchage si ça a du bon sens ou ce qui ont été pris. Puis aussi, un peu voir là, la tangente, est-ce qu'elle va à la hausse? Est-ce qu'elle s'est stabilisée ou est-ce qu'au contraire, il y a du monde qui vont disparaître? Puis on peut en parler dans l'angle de ton article que tu avais fait la dernière fois sur le pourcentage de chances selon le rang de repêchage que, 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 que tu vas avoir un hit, là, que tu vas être capable d'avoir quelqu'un qui est vraiment comme bon. On peut penser à Yeri Kulich ou des gars comme ça qui sont repêchés plus loin, mais qui finalement sont meilleurs que leur rang de repêchage. Cette année, mettons, tu m'en donnes un là, on pensait peut-être pas le voir aussi haut que ça. Ça serait qui, mettons? Ben, écoute, moi, quand j'avais fait ma liste de repêchage, tout le monde se souvient qu'il y avait certains Beckett Seneca que tout le monde trouvait que je l'avais mis un peu loin. Puis il a bien performé, il faut que je l'avoue, il a très bien performé cette année avec Oshawa Ouais. dans la Ligue de l'Ontario avec 86 points en 56 parties. J'ai hâte de le voir en série. Sa progression, on l'avait justement vu en série. Pour son rang de repêchage, je trouve quand même que c'est un joueur qui quand même, c'est beaucoup de troisième au total. Là. Donc, je m'attendais à peut-être une production qui se ressemble plus de ce qu'on voit de Michael Misa cette année, mais avec un an de plus. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on s'attend d'un troisième au total, mais c'est quand même une bonne saison. C'est ça, c'est un joueur que moi, je voyais beaucoup plus loin, justement parce que c'est un joueur qui a eu une progression très courte, sur une très courte Ouais. durée. Et c'est le genre de joueur qu'on ne sait pas trop comment ça va sortir. Est-ce que ça va bien continuer? Est-ce que ça va descendre? Donc, c'est pour ça que dans ce type de cas-là, comme Beckett Seneca, c'est un joueur qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Non, c'est ça. Puis c'est un peu comme Slavkovski, tu sais, à son année de repêchage, lui, c'était pour le tournoi, ben, en fait, les Jeux olympiques, puis les tournois internationaux, plutôt que pour sa saison. Puis c'était Seneca, ben, c'était un peu le même principe. Sa saison était bonne, il s'est amélioré, mais c'est vraiment plus tard, là, vers la fin, puis début des séries, que là, il était comme vraiment plus dominant. Moi, je trouve ça drôle parce qu'on a beaucoup de joueurs qu'on se disait, ah, il faut prendre lui, il faut prendre lui. Puis soit qui sont sortis juste avant Michael Hage ou plus tard. Par exemple, moi, j'avais Liam Greentree Ouais. dans mon collimateur, pas mal plus haut. Puis je me disais, s'il est disponible, allons le chercher, s'il vous plaît. On a besoin de force, on a besoin d'un power forward. Comment tu trouves qu'il s'est débrouillé? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler cette année. Mais pourtant, c'est un joueur qui a vraiment dominé sa ligue dans la Ligue d'Ontario. Il a 119 points en 64 parties, ce qui est très, très bon Wow. pour un joueur de 18 ans. Là. Je pense qu'il a été Son un année gars dont 18. ouais, c'est son année 18. Cependant, tu sais, peut-être ce qui est un peu dommage, vu que c'est un joueur qui joue dans la Ligue canadienne, c'est qu'il ne peut pas aller dans la Ligue américaine. C'est ça qui est un peu dommage. Moi, je l'ai considéré comme un joueur AHL ready. Quand on parle d'AHL ready, c'est des Ouais. joueurs qui sont justement qui vont être dans leur saison de 19 ans l'année prochaine et qui ne peuvent pas vraiment, parce qu'ils sont dans la Ligue junior canadienne, ils n'ont pas le droit d'aller je pense, une exception près de Shane Wright, mais ça, c'était une autre Mhm. histoire, c'est un autre dossier. Ouais, ben Mais là, c'était l'année spéciale, là, on s'entend là, avec la COVID et tout ça. Là. ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est le genre de joueur qui a très bien performé, qui est capable d'amener son jeu d'un cran. Il a été capitaine cette année, donc il a assumé beaucoup de responsabilités avec Windsor. Puis justement, on voit sa dominance, puis on voit où ce que un joueur comme Greentree peut apporter pour une équipe de la Ligue nationale, comme son coéquipier Ethan Belcheck aussi, que j'ai bien aimé cette année. Mais on sent vraiment qu'il y a une grosse différence par rapport aux autres joueurs de la Ligue de l'Ontario, beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide, des meilleures mains. On sent que c'est un joueur qui est complet. C'est un joueur qui pourrait évidemment peut-être faire directement le saut dans la Ligue nationale, ce qui m'étonnerait quand même.
avec Los Angeles, mais ça reste que c'est un joueur qui pourrait être quand même intéressant, qui était aussi repêché par le choix qu'on a donné pour Michael H. Ouais. Donc, on a quand même donné, en résumé, Liam Greentree puis Carter George, qui sont deux prospects qui sont super importants pour les Kings de Los Angeles. Donc, deux joueurs que j'aurais aimé peut-être avoir à la place peut-être de Michael H, mais que Michael H a quand même bien performé cette année avec Michigan. Il a été quand même tout feu, tout flamme, dans le sens que pour une recrue NCAA, vu qu'il était trop jeune pour jouer l'année passée dans la NCAA, ça a quand même été une très bonne année, puis il a été souvent dans les highlights, on en a parlé beaucoup. Mais est-ce que c'est parce que c'est le Canadien de Montréal, puis c'est Montréal, le marché de Montréal qui fait en sorte qu'on regardait beaucoup Michael Hage, ou si on avait, exemple, repêché Cole Eiserman, Michael Hage aurait été sur aucun des radars. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais, Dans ouais. le sens que on aurait commencé à parler d'Eiserman un peu plus ici à Montréal, puis là, ça aurait comme débordé un peu ailleurs au Canada, puis on aurait parlé plus d'Eiserman que d'un Michael Hage. Mais c'est ça que l'histoire de Michael Edge, on le sait, qui a perdu son père l'année passée. C'est ça que c'est une histoire extraordinaire qui fait en sorte qu'on a tendance à vouloir plus le regarder, plus le mettre en valeur. Puis surtout, il parle français aussi, ça aide aussi. Donc, c'est ça que l'effet Montréal, ça aide tout le temps. C'est ça qu'avec Cole Eiserman, c'est ça, c'est peut-être pas un aussi bon exemple parce qu'Eiserman, il est fumant avec Boston University. Il y a d'ailleurs une saison équivalente à ce que Cole Caulfield a fait. Fait imaginez un autre, mais encore plus grand, là, un gars de 6 pieds qui a marqué 2 buts il n'y a pas si longtemps dans son premier match contre Ohio State dans les séries de la NCAA. Donc, c'est sûr qu'on en aurait parlé autant. C'est ça, l'effet Montréal est très important, mais il faut quand même qu'on se donne les vraies affaires. C'est que Michael H, c'est un centre. Un centre, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus difficile à développer. Tandis qu'un ailier, c'est plus facile à se développer. On le voit plus parce que c'est plus flashy, on va dire. Ouais. Il peut prendre plus de chance. Exactement. Ça l'aide un petit peu. C'est ça. Puis aussi, dans les types de confrontations que Michael Age a eu, il était pas mal tout seul avec Michigan, alors qu'avec Boston University, il y avait un peu plus de stock, justement, avec Cole Hudson, le frère de Lane, qui, justement, a quand même été un extraordinaire défenseur pour Boston University. Avec quand même une production de 44 points en 36 matchs, qui est extraordinaire pour un défenseur. Ben, un peu la même chose que Lane Hutton l'année passée avec Celebrini. Celebrini, il a fait des points, il était écœurant, mais il y avait quelqu'un en arrière qui le feedait puis qui donnait des bonnes passes, sa palette, toujours au bon moment. Pour finir, avant qu'on aille en arrière puis qu'on parle avec les membres exclusifs, il y a seulement 3 gars cette année qui ont été repêchés l'année passée qui ont commencé à jouer dans la Ligue nationale. On parle de Macklin Celebrini, évidemment. Artyom Levchunov a commencé à jouer dans la Ligue nationale. Ça fait 8 matchs déjà, 4 passes, 4 points. Puis finalement, on a Jet Luchenko en début d'année qui avait joué comme 4 matchs, puis finalement, ils l'ont retourné dans la Ligue canadienne. Quand tu parlais justement tantôt des joueurs qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans la Ligue canadienne, ne peuvent pas aller jouer dans la Ligue américaine, moi, ça me fait penser automatiquement à un gars qui s'appelle Stian Solberg, qui lui aussi a joué un peu dans la Ligue américaine, dans la SHL principalement, mais qui a pu jouer un peu dans la SHL, ou même Oliver Kapanen pour nous, avec le Canadien, qui a quand même été capable de jouer puis d'être retourné là-bas. Je trouve que c'est vraiment un problème dans la Ligue canadienne parce que tu as des joueurs qui plafonnent à un moment donné quand tu parles tantôt de Liam Greentree. C'est un peu la même chose dans NCAA aussi. Tu as des gars qui, techniquement, pourraient jouer dans la Ligue américaine, mais à cause que sont comme restreints, aussitôt qu'ils s'en vont, ils ne peuvent plus jouer, ben, ça les empêche de signer des contrats ou quoi que ce soit. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu aimes mieux un gars qui va jouer plus longtemps dans la Ligue canadienne ou NCAA ou un gars qui va sortir? Ben, on s'entend dans la Ligue canadienne, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il ait 19 ans là, pour pouvoir jouer. Donc, comment tu vois ça? Ça dépend, c'est du cas par cas. Il y a des joueurs, je vais nommer un cas, mettons Nick Suzuki, qui avait été éligible justement à aller jouer dans justement la Ligue de l'Ontario, mais il avait dominé la Ligue de l'Ontario dans les 2 dernières années avant qu'il se fasse retourner.
Est-ce qu'un genre de Nick Suzuki, ça lui faisait du mal d'aller dans la Ligue d'Ontario? Je pense que pour son développement, ça n'a pas nuit, mais ça n'a pas aidé. Alors, un gars comme Greentree, qu'on sait qu'il est à 6 et 4, 220, il n'y a pas d'affaires dans la Ligue de l'Ontario. Tu sais, à Nick Suzuki à 5 et 11, 180, tu te dis, ouais, peut-être. Mais un gars comme Berkeley Catton. Berkeley Catton, Greentree. Tu sais, Catton, vu qu'il est plus petit, pas encore mature physiquement, mais qui a quand même fait comme 110 points, là, presque. Là. Ouais, mais c'est ça. Quand même... Mais tu sais, il n'y a pas d'affaire là, du sens que Catton, je pense que s'il avait été dans la ligne américaine, il aurait trouvé ça tough. Là. Mais tu sais, un Greentree qui est physiquement mature, il n'y a pas d'affaire là. Un Cole Baudouin, c'est sûr qu'il a moins produit, mais s'il avait produit 110 points, il n'y a pas d'affaire là non plus. Puis à la limite, on peut penser cette année à Sam Dickinson, que lui, il a dû trouver le temps, oui, il gagne, mais il a dû trouver le temps long. C'est pas 32 victoires, une défaite, quelque chose comme ça? Ouais, un enfant de même. Non, c'est ça, c'est le gardien de but des Knights, mais tu sais, 91 points en 55 games, joue contre les meilleurs, un différentiel monstrueux, je pense qu'il y a plus 50, un enfant de même. Tu sais, lui, il est prêt pour limite la Ligue nationale. Tu sais, c'est un gars qui aurait quasiment pu jouer pour les Sharks, tellement que les Sharks sont pourris. Là. Mais tu sais, il n'y avait pas d'affaires dans la Ligue de l'Ontario. Tu sais, une saison dans la Ligue américaine complète, là, on l'aurait vu, une meilleure progression. Je te dis pas qu'il a stagné à 100%. Je pense qu'il y a eu du fun quand même, là, mais je pense qu'il était prêt. Comme un autre gars aussi, Luchenko, il n'y a pas d'affaires dans la Ligue canadienne. C'est un centre two-way qui aurait pu jouer avec les High Valley. Puis il aurait été très, très bon, comme on a fait avec Elenius, avec les Sabres de Buffalo. C'est deux types de joueurs qui auraient pu très bien se retrouver dans la Ligue américaine. Donc, ça dépend vraiment du cas par cas. Michael H., je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé ça dans la Ligue américaine, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que la Ligue canadienne réfléchisse à ce qui est le meilleur pour le développement de ses joueurs. Et non, je comprends qu'il y a un aspect financier là-dedans et qu'on veut avoir des bonnes équipes, mais ça reste que le niveau de jeu, des fois, il est disproportionné parce qu'il y a un gars comme Greentree qui va défoncer tout le monde, qui va jouer 20 minutes, 25 minutes par game, puis qui va prendre du temps de jeu sur des joueurs qui sont peut-être plus des joueurs de 3e, 4e trio de club junior, mais qui ont besoin de développement parce qu'on veut les développer aussi, tu sais. Ben oui, exact. C'est pas bon pour la Ligue, c'est bon juste pour les poches, la Ligue. Ouais. Fait que là-dessus, on va continuer en arrière. Pour ceux qui ne sont pas membres, abonnez-vous. Vous allez avoir accès au total de notre discussion. Je pense qu'on devrait avoir encore un bon petit bout à parler parce qu'il y a des gars comme Chernyshov, Emery, Gridden, Van Acker. On peut parler aussi de Surin. Mais puis sinon, ceux qu'on connaît bien, là, les Sacha Boisvert, les Tarek Parasak, Adam Jireček. Il y en a une tralée là, de gars intéressants à regarder. Mais on va regarder ça en arrière. Fait que pour ceux qui sont avec nous, restez là. Sinon, ben, les autres, à la prochaine. Ciao. Ciao. Yes. Alors, c'est le fun de voir qu'il y a quand même des gars qui progressent. Maintenant, on va se le dire, là, Ivan Demidov, si ce n'était pas de Celebrini qui est déjà dans la Ligue nationale, c'est quand même lui le top là, en ce moment. Puis on est contents, c'est nous autres qui l'avons. D'ailleurs, tu as vu hein, les Ducks? Ils sont contents là, de leur choix, sûr et certain, mais je veux dire, ils ont hésité, puis finalement, il n'aurait peut-être pas dû. Non, c'est ça. J'écoutais un peu, je pense que c'était à GC qui passait Martin Madden Jr., qui justement, qui est, je pense, directeur adjoint avec les Ducks et puis directeur du recrutement. Je pense que, quoi que c'était une réflexion qu'il avait à avoir quand même. Selon moi, le choix est évident. J'avais des Demidov 2 sur ma liste. Fait que pour moi, il n'y avait pas de questions à poser là. Puis, mais en tout cas, je sais que Sénéca était populaire auprès des recruteurs. J'ai entendu dire que, justement, à cause de sa progression, c'est un joueur clutch. Là. Ouais, tu sais, il a grandi. Il a eu le temps d'adaptation. Il voyait grand en lui. Cependant, je pense qu'il regrette un peu. Là. Intérieurement, je pense qu'il doit regretter un peu à tous les jours de voir un gars comme Demidov. Tu sais, limite,
quand, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le match, premier match des séries de la KHL, Demidov était 13e attaquant, puis de ce que j'ai entendu dire, c'est Evgeny Kuznetsov qui a demandé au coach de le mettre sa première ligne parce qu'il ne jouait plus. Donc, c'est ridicule. Ce qui est ridicule là-dedans, c'est qu'ils veulent le faire mal paraître, mais la réalité, c'est que c'est le meilleur pointeur de son équipe. Il n'y a pas de raison, là. C'est ça. C'est ça, c'est le meilleur joueur, je pense, un des meilleurs joueurs de la Ligue, point. Donc, tu sais, c'est de se priver. Je pense que Demidov, c'est le meilleur joueur proportionnellement au temps de jeu qu'il a. Tu sais, en termes de points, c'est le meilleur au temps de jeu qu'il a. Fait que c'est n'importe quoi de ce qu'on voit. Puis je pense que Demidov, justement, si les Ducks l'avaient eu, peut-être que, justement, il aurait été encore pire sur le temps de jeu. Parce que là, on sait que Bobrov doit faire une job monstrueuse à tous les jours, d'appeler son père là-bas en Russie, puis de dire écoute, peux-tu demander au coach de le faire jouer peut-être 3-4 minutes de plus, tu sais, genre, je sais pas comment ça doit se passer à la dynamique entre le Canadien et le SKA, mais ça reste que je pense que les Ducks sont quand même un peu tristes de ne pas l'avoir, puis je pense que Demidov, comme à peu près tout le monde le sait, va être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ben oui, certainement. Puis tu sais, Chicago, eux, ils ont choisi un défenseur, donc c'est plus difficile à savoir, là. Mais toute cette histoire-là, c'est un peu comme si on avait eu Slavkovski de disponible, puis on le prend, puis que 2 rangs plus tard, tu as un gars comme Demidov qui sort, qui était éligible. Ben, regarde la situation de Columbus. Columbus a pris Caden Lindstrom, il n'a pas joué de l'année. Exact. Imagine si le Canadien, situation inverse, tu as le 4e choix, Columbus a le 5e, tu ramasses Lindstrom, puis Columbus ramasse Demidov. Parce que, imagine, Demidov avec Marchenko puis Vonkov, ouf. Ouais, ça aurait fait mal un petit peu. Puis, qui nous aurait resté? Parce que, est-ce qu'on aurait pris T.J. Ginla à place? On aurait-tu pris Lindstrom? On aurait-tu pris, je ne sais pas moi, Dickinson, peut-être même? J'ai l'impression que quand tu regardes, parce que là, on va y aller avec les choix, là, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a Iginla en 6, Yakemchuk 7. Moi, je l'aime, Yakemchuk, mais il n'y a aucune défensive, mais je l'aime pareil. Là, il va s'améliorer. Berkeley Catton, ensuite. Zane Parek, qui a tout défoncé dans la OHL cette année. C'est une brute, en fait. Quand tu regardes, c'est qui le dernier qui a fait autant que lui? Je pense que c'est Bobby Orr. Un enfant de même, je ne sais pas trop. J'ai vu la stat, là, deux fois de 30 buts. Ouais, total de points, puis 2 fois 30 buts. Là. Je pense que ça ne s'est pas fait depuis à peu près ça, mais Bobby Orr, vraiment longtemps, ou je ne sais pas trop. Là. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que ça ne s'est pas fait. Finalement, Anton Sielayev. Bon, là-dedans, là, il y en a combien qui font la Ligue nationale, d'après toi? Ben, Iginla, c'est tough. Ben, Iginla, c'est tough parce qu'il a joué 21 games, puis après ça, c'est fini. Sa saison est terminée. Fait que, bon, c'est un peu tough. Yakemchuk, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que oui, il n'y a pas de défensive, mais il a essayé cette année, au moins de s'améliorer, ce qui m'encourage beaucoup dans son cas. Un joueur unidimensionnel offensif. J'ai hâte de voir comment il va s'adapter avec la Ligue nationale. C'est un gars que je mettrais un petit astérix. Pareil, c'est un gars hyper offensif, style Eric Carlson. Fait que je ne sais pas à quel point il va être capable de justement d'augmenter son niveau de jeu parce que ça reste qu'Eric Carlson a quand même monté son jeu d'un cran à un moment donné pour être défenseur numéro 1. Mais bon, on verra rendu là. Puis Anton Silayev, ça a été compliqué dans le KHL. Ça paraît que à Torpedo, c'était pas le défenseur numéro 1 de cette équipe. Très difficile pour lui de quand même imposer son certain jeu offensif que je pense que les recruteurs de New Jersey ont vu en lui quand même. C'est ça. Un défenseur plus défensif, mais il reste que 12 points en 63 matchs dans la KHL pour un défenseur. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on attend d'un gars sélectionné top 10 et qu'on voyait à certains moments donnés. Quand même 3e au total. Là, il y a certains joueurs, certaines personnes qui le voyaient au total. Fait c'est pas extraordinaire. Là. Non, mais j'ai l'impression que les 3 choix suivants après le top 10
vont mieux se retrouver en termes de joueurs qui ont obtenu. Parce que faut penser que les équipes qui sont après le top 10, ils ont beaucoup moins de chances d'avoir un joueur qui va faire la Ligue nationale pendant longtemps, mais le choix vaut moins cher, si on veut. Là. Fait en réalité, c'est que là où ils prennent leurs joueurs, s'ils peuvent avoir un joueur qui est capable de faire 500 matchs dans la Ligue nationale, c'est comme un hit. Versus top 10, tu t'attends à ce que ça soit un joueur comme ça, sinon c'est un bust. Exactement. Tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre à l'inverse quand tu es dans le top 10. Là, ouais. tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais dans le top 10, après le top 10, c'est pas mal ouvert. Puis là, quand on regarde Dickinson, pour moi, c'est une évidence. Là. Ça va être un défenseur Ligue nationale, même top 4 facile. Ziv Boyan, c'est une évidence. Luchenko, c'est peut-être moins évident, mais c'est un joueur qui a un des meilleurs planchers du repêchage. Fait que, je suis comme pas inquiet non plus. Elenius, j'ai trouvé que sa saison. Excuse-moi, je te coupe là. Okay. Mais Luchenko, c'est qu'ils sont allés vers le gars safe qui avait comme de l'énergie et tout ça, à la limite un genre de Gallagher, mais centre. T'sais. Exactement. Voilà. Puis c'est un joueur, tu sais, il n'y avait pas d'enfant dans la ligne de l'Ontario. C'est un genre, c'est une meilleure version de Owen Beck, genre. Pour donner un approximatif, c'est super bon, mais pour un 13e au total, c'est ça, c'est safe. C'est un choix très sécuritaire, conservateur. Mais après, il y en a qui se sont trompés, là. Ouais. Tu sais, Elenius, pas sûr encore. Même s'il y a eu une bonne saison dans la Ligue américaine, pas sûr encore. Branson Nygaard, moi, je l'aimais beaucoup. Très décevant dans SHL, là. Je veux pas... il faut l'avouer quand on fait des mauvais coups. Là. 11 points, 42 matchs. Ben, c'est ça. C'est pas extraordinaire pour Branson Nygaard. Irechek, c'est terrible dans l'Ontario. Je pense que lui, on peut déjà le qualifier de... Non, ça n'arrivera pas. Non, il ne sera pas capable d'être dans la Ligue nationale ou pire comme 6e défenseur, mais si on veut voir un peu de ce qu'il est capable de faire, c'est au moins 2 saisons. 2 saisons complètes à voir jouer peut-être une 50aine, 60aine de parties parce que il est loin. C'est le cas typique du frère de l'autre. Exactement. Malheureusement, Jiricek, c'est un nom. C'est pour ça que cette année-là, il a été choisi 16e, mais c'est le genre de gars qui aurait dû être choisi en 2e ronde. Exactement. C'est un d'or, mais 16e, c'est un gros d'or, mettons. C'est très haut. Parce que tu as Parasak après, tu as Boisvert, tu as Trevor Conley qui, lui, c'est un d'or aussi, Iserman, puis Hage. Juste cette gang-là qui sont après lui, c'est inconcevable qui est sorti avant eux autres. Ouais, puis surtout, je comprends que il y avait une grosse coupure entre le premier tiers de défenseurs et le 2e tiers de défenseurs. Puis de prendre Jiricek comme premier défenseur du 2e tiers, qu'on va l'appeler, c'est un peu jouer avec le feu, on va se le dire. Là. Moi, je l'aimais bien, mais je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation sur lui. Fait exact. Il n'avait pas joué beaucoup. Il n'avait pas joué beaucoup, en plus. En tout cas. Ouais, c'est un peu spécial. Pour les autres, Parasak, c'est un gars qui est plus... il a vu une meilleure progression au niveau de son côté défensif. Moins de production, plus d'attention sur son jeu défensif, ce qui est très, très bien. À un moment donné, il faut que les joueurs apprennent. Boisvert, bonne première saison avec North Dakota. Un peu comme Age a besoin d'une autre saison pour développer, je pense, toute sa logique offensive qu'on appelle, là, son QI offensif. Je pense qu'il y a encore des petites choses à améliorer. Je pense que c'est un bon joueur quand même. Bon choix à 18. Moi, ce que j'aime, là, c'est 6 pieds 2. Fait que, s'il peut améliorer autre chose, il pourrait devenir un genre de mini Jonathan Toews, dans le sens que ça serait un gars qui serait aussi bon en avant qu'en attaque, puis que tu peux te fier sur lui à tous les soirs. C'est ça l'important, c'est qu'il faut absolument qu'il augmente son... Parce que, il est à 32 points en 37 matchs, c'est excellent. Surtout, c'est pas la meilleure équipe au monde, là, le North Dakota, là, mais ça reste quand même que il doit s'imposer comme étant le meilleur centre de son équipe soir après soir. Le meilleur gars que tu peux te fier sur lui à tous les soirs, puis après ça, il va être prêt. Mais je te dirais que, de manière générale, une des choses que j'avais remarqué justement des choix à peu près 17 à 25, c'est tous des joueurs que tu te poses des questions sur
la constance. Ouais. Conley, ça a été décevant à Providence. Je sais que Simon Boisvert, il l'aime beaucoup, là, mais je trouve qu'il y a un manque de constance. Besoin encore probablement de 2 saisons, une à Providence puis une dans la Ligue américaine pour s'adapter. C'est un gars qui justement a besoin de constance. Cole Eiserman, on disait la même affaire, mais lui, sur son jeu de 200 pieds. Michael H, c'est un gars qui est plus de highlight. C'est un gars qui est très flashy. Rapide, c'est ça, c'est rapide, les mains, un bon tir, mais on s'attend à ce qu'il soit plus constant. Igor Sourin, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était un bon joueur. Je pense que cette année, on a vu que ça fait dur. Donc, c'est pas dramatique, mais ça va être tough. Ça va être tough de se faire une place. Puis peut-être qu'il va rester 2-3 ans là-bas, puis qu'à un moment donné, il va sortir, puis ça va être un gars de 2e ou 3e trio dans la Ligue nationale pendant quelques années. Mais je pense que tu as raison, là, ça va être difficile pour lui de se faire une place à Nashville. Ouais. Ensuite, Jan Stolberg, l'affaire avec lui, c'est un... comment je dirais ça? C'est un défenseur à caractère défensif. C'est sûr que c'est plus dur à évaluer. C'est plus long à développer surtout. Fait encore 2 à 3 saisons. Même chose pour Cole Baudouin, lui, c'est un attaquant. Lui, on est rendu à 24. C'est normal. À 24, c'est plus de chance. C'est ça. Encore 2-3 saisons encore de développement avant qu'il atteigne la Ligue nationale. Dean Letourneau, c'est une catastrophe. Là. On parle d'un gars qui doit travailler sur son jeu, puis peut-être 4 à 5 saisons, c'est idéal, avant qu'il devienne un joueur. On sait beaucoup sur les gabarits des joueurs, de moins en moins, mais ça reste quand même un gars de 6 pieds 7, 200 quelques livres, qui fait, là, il fait juste 3 points en 34 matchs avec Boston College. Pas avec n'importe quelle équipe, c'est quand même Boston College. Là. Il devrait apprendre un peu plus, c'est sûr qu'il y avait des gars devant lui, fait que là, ça fait en sorte que l'année prochaine, il va être plus présent, mais ça va être difficile. J'ai pas l'impression que c'est le genre de gars. En tout cas, Boston a une tendance de choisir le mauvais gars à mauvaise place, mais tu fais un swap entre Letourneau et Greentree, je pense que Boston capote. Exactement. Greentree à 27, je pense que c'est le gars qui est peut-être le plus sûr là, de toute cette gang-là. À faire la Ligue nationale. Van Acker, ça a été une baisse atroce. Je pense que 42 points en 45 games, c'est pas mauvais, mais pour un gars qu'on s'attendait beaucoup, on parlait d'un gars potentiellement 2e trio, qui avait un gros upside qu'on appelle. Un bon plafond. Plafond, c'est ça. C'est décevant, là. C'est vraiment décevant. Puis c'est un genre de gars qu'à 27, il risque de disparaître. Gridden, ça, c'est un cas intéressant. Moi, j'ai mis une note, je l'aimais beaucoup. Je le suivais beaucoup dans la GMQ parce qu'il a fait le transfert de la USHL au junior canadien. Puis 79 points en 56 parties, c'est bien. Ça peut être mieux, mais c'est bien quand même. Fait que c'est un gars, tu sais, à 28, c'est bon. C'est un bon d'or. Il faut le voir de même. Parce qu'on se dit c'est un joueur sur 4. C'est un joueur sur 4. Fait que, si on dit que Solberg, Gredin puis Greentree sont là. Après ça, laisse pas de place pour les autres. Ça, le reste, c'est fini. Fait c'est fini pour les tourneaux Baudouin et compagnie. Donc, c'est pas mal ça quand tu regardes ça. Là. Ouais, parce que... Si on fait le tour rapide, là, excuse-moi, les 4 derniers, là, c'est Hemming, Emery, Danford puis O'Reilly. Lequel t'aimes le plus là-dedans? O'Reilly, même pas proche, là. C'est ça. Danford, c'est un défenseur défensif, bonne chance. AJ Emery, c'est un défenseur défensif, mais 1 point en 31 games. Là. Il y a des limites. Là. Puis Hemming, dans la Ligue de l'Ontario, fait 48 points en 60 games, même pas 1 point par match. Ça va être difficile. J'ai hâte de voir leur saison de 19, mais une saison de 19 dans la Ligue de l'Ontario, normalement, tu es supposé défoncer le calibre. Là. Oui, exact. Regarde Mailloux qui défonçait tout. Là, c'est ça, imaginez. Fait que c'est ça. Fait que quand tu regardes le top 32, il y a des bons espoirs, il y a des bons trucs. Je pense que le Canadien s'en est bien tiré, finalement, avec Michael Hage. Il aurait pu avoir peut-être quelqu'un de plus pour leurs besoins, mais en même temps, on a besoin d'un centre. Fait que ça tombe bien qu'on ait Michael Hage. Puis après Michael Hage, un centre,
pas grand-chose. Cole Baudouin, les Tourneaux. Après ça, ça s'en va en deuxième ronde. Fait qu'il y a il y a des centres plus loin, mais Lucas Patterson, Julius Ouais, non. Mietinen. Non, c'est pas Bon, des genres de joueurs que j'aimerais avoir. Là. Honnêtement, voilà. le, C'est le le, meilleur le, centre. le meilleur centre pour moi après dans la deuxième ronde, là, c'est pas mal Tanner Hall, puis c'est pas mal tout. Là. Oui, Euh, Tanner Howie. puis c'est limité, là, Tanner Hall. Là. C'est pas, on parle pas d'un centre de premier trio. Là. On Ben parle non, d'un gars parce qui va. qu'il est même considéré comme un ailier aussi. Fait que c'est un forward, là, fait que dans le sens qu'il peut jouer à plusieurs positions. Fait que c'est pas techniquement un centre pur et dur. Ben, Fait c'est que, tu sais, ça. Fait que ça aide pas. Là. Puis dans mes mentions honorables que j'avais marquées là, en préparation au tournage d'aujourd'hui, ouais, j'ai mis Max Curran, qui est un ailier, OK. qui a eu une grosse progression entre sa première et sa deuxième année. Puis Kevin Heath, qui est un ailier. Puis j'avais Cole Hudson puis Igor Chernyshov on a un peu parlé rapidement, là, mais Ouais, ouais, ouais. Chernyshov qui est un ailier aussi. Mhm. C'est pas mal juste des alliés, là, puis c'est normal un peu parce que tu as plus d'alliés que de centres. Là. Ouais. Fait que, c'est pas que les Canadiens c'est mal tiré d'affaire, mais on parle d'Atos Koivu comme le choix d'après. Là, on tombe Ouais, vraiment c'est ça. dans une catégorie qu'on appelle les tiers. Puis on est rendu vraiment loin. On est rendu peut-être aux tiers Ben, 8, 9, 10. Là. je pense que le seul qu'on aurait pu prendre à la place de lui, excuse-moi, j'avais quelque chose dans l'œil, c'est Protas. Il y a Protas, qu'on aurait pu aller chercher, qui était un overager, si je ne me trompe pas, quand ils ont été cette année, on parle de 124 points en 61 parties. C'est Ouais. incroyable. Ouais, non, c'est ça. Il y a C'est, Protas, il s'est développé plus tard. Puis ouais. vraiment, c'est notre seul. Parce qu'on regarde, on avait Koivu, on avait Logan Sawyer tout de suite après, qui lui, dans le fond, c'est après Protas. Là. Fait que si on avait Protas Sawyer, là, ouf, on serait vraiment business. Mais comme tu dis, à un moment donné, rendu en troisième ronde, t'as quoi, t'as une chance sur 10 peut-être d'avoir quelqu'un qui va jouer quelques matchs? Ouais, c'est à peu près ça. Là, ben, qu'est-ce que j'avais dit dans le vidéo qu'on avait fait justement pour que les gens aient le regarder aussi? Je pense que ça coupe de moitié à peu près. Là, Ouais. Mais même, je pense que c'est entre chaque demi-ronde. Là, c'est à peu près Ouais, ça. ouais. Là. C'est fou, Ça là. baisse vraiment beaucoup. Là. Puis, dites-vous que c'est un joueur sur quatre pour de 21 à 32. Rendu, si on fait la logique, pour le reste de la première moitié de la deuxième ronde, c'est à peu près 12%. Ouais, Puis c'est ça. ça baisse Ben, à 6, à 3, puis t'as à peu près ça, une chance sur 10 en troisième ronde, peut-être un peu moins, là, peut-être une chance sur 20. Là. wow. C'est à Fait que peu c'est près ça. ça. Ben moi, j'essaierais de me stacker des choix de deuxième puis de première ronde, quitte à me débarrasser de mes choix de 3, 4, 5, 6, même 7. À moins que tu as vraiment un gars que tu vas aller chercher. Là. Simon Boisvert en avait parlé à un moment donné. Il parlait de garder le choix numéro 7 parce que quand tu arrives à la fin, tu dis, garde, je vais prendre un gars qui, ça se pourrait qu'il ne soit pas repêché, mais moi, je l'aime. Puis tu t'assures que ce gars-là, il est avec toi, puis il ne peut pas signer ailleurs. Ouais. Mais Mais c'est ça. 4, 5, 6, là, qu'est-ce que tu as là-dedans de chance versus juste le repêcher en deuxième ronde si tu l'aimes vraiment? Tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je regarde. Mettons, en troisième ronde, moi, ce que je ferais, là, c'est que si ton choix de troisième ronde n'est pas genre top 15, là, top 15 de la troisième ronde, Ouais. ben, tu l'échanges au plus vite, puis tu packs ça avec un choix de. Je m'excuse l'anglicisme, mais tu l'échanges avec d'autres choix pour s'avancer. Peut-être aller Mhm. chercher un choix de 2, à un fin de choix de 2, milieu de choix de 2, mais ça sert à rien d'aller se faire un, un ramassis de choix de 5 et de choix de 6, là, ça ne va rien donner. Puis, je vais vous Non. donner l'exemple, c'est en 2019, on ramasse, ben, le Canadien a deux choix de deuxième ronde au moment que le repêchage commence. On décide d'échanger le 50e contre le 64e puis le 152e de souvenir. Puis ça donne Mathias Norlinder et Jacob Le Guerrier, deux gars qui n'ont jamais joué dans le national. Alors Ouais. que l'autre gars, je pense, c'était Samuel Fonnego, qui est quand même un gars qui est borderline, un peu comme un gars comme Charles Ludon, qui est comme entre les deux, là. Un joueur Ouais. 4A. Là. Fait tu sais,
est-ce que ça aurait été mieux? Ça dépend, là. Il y en a qui vont dire je préfère la quantité que la qualité, mais tu sais, moi, je trouve que rendu là, je préfère avoir un choix de deuxième ronde, 50e, que me retrouver avec deux illustres inconnus. Là. Ben, quoique, dans les dents, on en a parlé beaucoup, là. Mais. On en a parlé, mais qu'est-ce qu'il a fait réellement? C'est ça la problématique. Pas grand-chose. C'est beau en parler, mais c'est comme si on avait repêché. Si tu regardes cette année, ben, l'année 2024, fin deuxième ronde, le dernier choix à Utah, 65e, c'est Will Scahan. Premier choix, troisième ronde, Maxime Massé. Fait que techniquement, si tu veux être sûr, essaie de te ramasser un choix de deuxième ronde, puis ramasse Maxime Massé au lieu d'être pogné 70e avec Atos Koivu, parce que là, tu dis, on y avait pensé à Maxime Massé, mais il n'était plus disponible. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, mais essayons quelque chose, même si tu le prends, Maxime Massé, en deuxième ronde, quand tous tes scouts disent, moi, c'est plus début de troisième ronde, au moins, tu t'assures de l'avoir, le gars, tu sais. Ouais, puis pas prendre la chance, surtout à te retrouver. Tu sais, moi, ce qui m'a fasciné, là, c'est notre choix de quatrième ronde, Owen Protz. Ça, là, je ne l'ai pas compris, celle-là. Puis même quand ils l'ont annoncé, je me suis vraiment gratté la tête. Puis j'ai vraiment entendu que c'était qui, Martin Lapointe, qui avait parlé de lui à la rencontre. Écoute, c'est n'importe quoi. Tu avais Kevin He, que moi je parle, que j'aimais beaucoup. Tu avais Raoul Boilard. Tu avais Jake Fisher, que les gens connaissent moins, que moi je trouvais quand même pas si mauvais. Tu avais Simon Zeter puis Aaron Kiviarju, qui était quand même un défenseur considéré comme bourré de talent. Fait que tu prends lui à la place de prendre Bratz, à la place de prendre ces gars-là, parce que t'as peur. Ouais, parce que c'est un gars que tu disais, ouais, tu sais, c'est un gars qui peut devenir un joueur de troisième paire. Ben, je m'excuse, Kevin He, bien avant Rowan Sprott. Kevin He, c'est quoi? C'est 75 plus qu'un point par match. Ouais, c'est ça. Puis Kiviarju, tu as vu ce qu'il a dit à. Comment il s'appelle le DG de Minnesota déjà? Là, Bill Guérin. Il est allé dire à Bill Guérin, je vais être votre go-to guy. Là. Vous n'avez pas regretté de me prendre. Je vais être le meilleur de la QV. Imagine, le gars, il est en feu. Là. Puis tu as pris Owen Protz que tu n'es même pas sûr si tu vas faire la Ligue américaine. c'est un peu ces gars-là. Là, puis Tyler Thorpe rendu en cinquième, ça c'est cool, mais je veux dire, tu aurais pu prendre Thorpe là. Plus haut, tu prends d'autres gars. En tout cas, on pourrait faire beaucoup de comment ils appellent ça, de Monday morning scout. Là. Ouais, quarterback. Ben, ouais. Fait que on pourrait en penser souvent, mais ça reste que je suis quand même content de ce qu'on est allé chercher. Le seul que j'aime moins, c'est Koivu en début de troisième ronde. Je trouve que ça, c'est un miss total. C'est d'aller chercher de quoi pour la foule. Puis il aurait pu le prendre après, à la place de Sawyer. Il aurait été encore là, Koivu. Là. Je pense pas qu'il n'y a pas personne qui l'aurait été le chercher. Là. Moi, je suis pas mal sûr qu'à la place de ramasser Mikus Beknag en cinquième ronde, là, il serait sûrement encore là. Il serait encore là à Koivu. Puis à la limite, il y avait Justin Poirier qui était disponible encore à ce rang-là. Imagine. Un autre, il y a un mot en anglais qu'on utilise beaucoup quand on fait les repêchages simulés. Là, on appelle ça un blunder. Ça, c'en est un solide. McTus McNabb, c'est un blunder. Puis Ben Merrill aussi, c'en est un. Je pense que, rendu en sixième ronde, tu ramasses qui tu veux, puis tu t'espères. Mais, mais même à ça, en septième ronde, Ramos Berquist, c'est ça. C'est ça la beauté des cinquième, sixième, septième ronde, c'est que tu te retrouves avec des gars que tu te dis, on va prendre une chance alors que tu as des gars disponibles qui ont fait des stats, qui ont statistiquement prouvé qu'ils étaient capables de faire quelque chose et que finalement, c'est ça, ils deviennent bons ailleurs. Des Gallagher, c'est sûr que c'était notre bord, mais un gars comme... moi, j'ai tout le temps pensé à André Spalat. Il était au Québec, ce gars-là. Hein. Il jouait avec les Voltigeurs. Fait que c'est un peu dommage. Non, effectivement. Moi, c'est comme un peu une déception pour certains cas. Fait que c'est pour ça que je me dis, tant qu'à ça, ramassons plus de deuxième ronde, échangeons pour repêcher plus haut. Puis là, tu cibles vraiment les gars que tu vas avoir, puis tu es sûr de les avoir, même s'ils seraient sortis 3 ou 4.
Exactement. Ouais. Puis, tu sais, à la limite, si on n'avait pas fait l'échange pour Michael H, je sais qu'il est très tôt pour dire ça, mais on n'aurait pas été déçu avec Greentree. Puis, à la limite, on se ramasse avec Greentree puis Carter George. C'est deux. C'est ça. Tu sais, Carter George, je sais que les gens ne le connaissent pas, mais on parle d'un gars qui est considéré comme un futur gardien de but, peut-être Ligue nationale, premier gardien. Là. On parle d'une potentielle, peut-être loin d'être ça parce que le gardien, c'est un gardien. C'est ça, c'est un gardien. Par définition, c'est tough à dire, mais on parle d'un joueur qui, justement, pourrait être très utile pour le Canadien dans le futur. Aurait pu être utile. Ben oui, exact. Mais là, il va l'être avec Los Angeles. Los Angeles. Ouais, voilà. Merci beaucoup. C'était bien intéressant. Puis pour ceux qui ont aimé ça, ben thumbs up. Là. Je sais que c'est juste notre petite gang qui va le voir, mais nous autres, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Puis si vous aimez le show. Mais merci, Noah. On se revoit la semaine prochaine. Peut-être. Ouais, c'est bon. OK. Ciao. Sûrement. Ciao. C'est parfait. Bye.